Alors, le dernier topo, c'est la réponse à la pénurie. Je vous ai dit que malheureusement, on ne pouvait pas faire du cochon. Dommage, parce qu'on aurait fait ça sur rendez-vous, ça nous aurait vraiment bien plu. Et donc, c'est les donneurs décédés par arrêt circulatoire. Alors, souvenez-vous, l'histoire de la transplantation a commencé comme ça. Et puis, on a tout arrêté quand on a eu les donneurs en mort encéphalique, et on y revient maintenant parce qu'on en manque. Alors, c'est pas tous les donneurs décédés par arrêt circulatoire. Et donc, alors, faites attention à cette terminologie, ne parlez pas de cœur arrêté, pour une raison très simple, c'est que l'arrêt du cœur ne définit pas la mort. Heureusement, tous les arrêts cardiaques ne sont pas irréversibles. Et donc, bien sûr, on ne prélèvera que dans des conditions extrêmement précises, d'arrêt circulatoire totalement réfractaire. Et donc, dans la terminologie DDAC, vous avez donneur décédé par arrêt circulatoire. Et dans l'autre, c'est donneur DDME, donneur décédé par mort encéphalique. Donc, il est très important de faire comprendre au grand public qu'on ne prélève que de donneurs décédés. Et on a eu à la pitié une histoire assez désagréable en 2008, avec un soi-disant grand journaliste qui est en fait une espèce d'ordure, qui a publié dans le Monde qu'on était capable de prélever des gens pas décédés. Je vous passe les détails, je vous raconterai ça dans le détail si ça vous intéresse, mais pour vous dire que les esprits faibles sont autour de nous et qu'il est très important que la sémantique soit précise. Donc ce sont des donneurs décédés par arrêt circulatoire. Donc ça repose sur une classification de Maastricht, et on a commencé en France de 2007 à maintenant par ce qu'on appelle des donneurs non contrôlés. C'est-à-dire que c'est des arrêts cardiaques qui vont survenir de manière inopinée. Classification 2A, ils vont survenir à l'hôpital, 2B en dehors de l'hôpital. Et ils peuvent être avec arrêt circulatoire prolongé ou pas. Le premier cas qu'on a eu, c'était ça, c'était une crise d'asthme sur parvis de la Défense. Donc le type est pas bien, et il fait son arrêt cardiaque devant le SAMU qui avait eu le temps d'être appelé. Mais ça pourrait être un arrêt cardiaque inaugural, et généralement, les secours ne sont pas là. Donc, il va y avoir une période de no-flow initial, d'arrêt circulatoire. Elle doit impérativement être inférieure à 30 minutes. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir des témoins. S'il n'y a pas de témoins, c'est même pas la peine d'y penser. S'il n'y a pas de témoins, c'est la catégorie 1, et en France, on ne fait pas. D'accord ? Parce qu'il faut être certain que l'insulte ischémique, on soit à peu près capable de la quantifier. Et puis on va commencer à masser ces malades-là, mais le problème n'est pas de les prélever, là, pas du tout. Le problème, c'est d'essayer de les sortir d'affaire. Et puis si l'arrêt cardiaque est réfractaire, alors on pourra parler de prélèvement. Donc c'est ce qu'on appelle les donneurs non contrôlés de type 2. Et puis la catégorie 3, qui était interdite en France, mais qui l'est maintenant depuis décembre dernier, et on a fait 21 greffes en France, pour vous dire qu'on est au tout début, c'est la catégorie 3, c'est ce qu'on appelle la limitation et arrêt des thérapeutiques actives. Donc ce sont des patients qui sont cérébrolésés ou anoxiques, qui sont en réanimation, pour lesquels il n'y a aucun espoir thérapeutique, et pour lesquels on décide, dans le cadre de la loi Legnonetti, d'arrêter les soins en accord avec tout l'entourage. Et donc avant, il était strictement interdit d'envisager le prélèvement d'organes. C'est maintenant possible. Donc c'est extrêmement encadré. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est beaucoup trop compliqué, trop long de le faire là maintenant. Mais on aura donc un arrêt cardiaque qui va survenir et la possibilité de préserver les organes, de prélever les organes. Donc là maintenant, on a deux catégories d'arrêt cardiaque non contrôlés et une catégorie d'arrêt cardiaque contrôlé. C'est parce qu'on décide du moment où on va le faire. Et donc c'est ce que vous entendrez parler sous le vocable de M3, Maastricht 3, ce sont ces malades-là. Alors le nombre de DDAC en France, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ça, c'était jaune tout à l'heure, c'est bleu maintenant, c'est pour le moment extrêmement confidentiel. Pourtant, chez nos voisins, ça progresse. Voilà ce qui se passe en Belgique, voilà ce qui se passe aux Pays-Bas, voilà ce qui se passe en Angleterre. Je peux vous ficher mon billet que ça va se passer en France. C'est inévitable. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait si peu de DDAC en France jusqu'à présent ? C'est qu'on n'avait pas de Maastricht 3 jusqu'à cette année. Or, le M2, vous allez voir, c'est extrêmement exigeant, extrêmement difficile. Ça demande une disponibilité des hommes et des plateaux techniques. Ça demande de s'entendre entre nous. Et puis, il y a une mauvaise image de la méthode avec des résultats à tort, jugés moyens. Mais la montée en puissance semble inéluctable. Alors, voilà les résultats de donneurs DDAC M2. Vous avez ici les résultats de donneurs en mort encéphalique moins de 60 ans. Vous avez ici les plus de 60 ans ou les 50 ans avec 2 des 3 facteurs de risque dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà des DDAC qui font dire que ce sont des greffons marginaux. Alors, quand on reprend l'analyse de toute la série française sur les non-fonctions primaires, le risque est plus élevé pour des donneurs de moins de 35 ans, ce qui paraît un peu paradoxal. Et probablement, c'est parce qu'ils ont été plus victimes de traumatismes à haute énergie cinétique,
avec des plaies vasculaires et des circuits de perfusion qui étaient très ouverts et qui sont en fait une contre-indication. Peut-être qu'on a aussi essayé de les réanimer le plus longtemps possible parce qu'ils étaient jeunes. Et deuxièmement, c'est le mode de préservation des organes sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Alors en fait, voilà nos résultats, nous, à la Pitié, où on pense on peut faire mieux que ça. Et on a exactement les mêmes résultats qu'à Madrid. C'est-à-dire que si on est très sélectif et qu'on applique strictement les méthodes modernes et un peu éprouvées de préservation d'organes, ben notre courbe de DDAC, vous voyez, elle n'est pas différente des donneurs en mort encéphalique vert, c'est-à-dire de moins de 60 ans, et significativement meilleure que celles en rouge, qui sont les donneurs de plus de 60 ans ou 50 ans avec 2 des 3 facteurs de risque. Donc on peut faire encore mieux que ça si on est extrêmement sélectif. Et vous voyez qu'en termes de fonction, ben c'est exactement la même chose. On n'est pas différent des donneurs en mort encéphalique jeunes. Donc c'est une vraie source de greffons. Pour le moment, c'est extrêmement exigeant. Alors il y a plusieurs clés pour arriver à monter un programme comme ça. Le premier, c'est la sélection des donneurs. Et là encore, on va faire un petit cocorico. En France, pour une fois, on s'est tous mis d'accord, on a tous travaillé ensemble, on a écrit un protocole national et tout le monde suit ce protocole avec des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. Donc on était sur les catégories 2 de Maastricht, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'on limite l'âge, on ne va pas ouvrir plusieurs fronts, on ne va pas les faire donneurs décédés par arrêt circulatoire à 80 ans, stop. Donc là, on est très sélectif sur l'âge, et le fait d'avoir des donneurs jeunes, c'est bien sûr une des clés de la réussite. Et puis 0 antécédent. Là encore, on ne cumule pas les facteurs de risque. Et on va exclure toutes les hémorragies importantes, donc ça veut dire tous les traumas à haute énergie cinétique, parce que quand vous allez masser votre malade, vous ne savez pas ce que vous massez, et vous ne savez pas si vous perfusez vos organes. On va éviter les décès par homicide, parce qu'il y a eu des problèmes avec des poursuites judiciaires, et puis, quand il y a une indication à sauver le receveur, le patient, on ne parle pas de donneur. Donc c'est vraiment quand c'est totalement irrécupérable qu'on va se lancer là-dedans. La deuxième clé, c'est le respect des délais. Il faut avoir avalé une horloge. L'arrêt cardiaque survient, on doit avoir un arrêt circulatoire de moins de 30 minutes. Et puis on va se mettre à masser le patient et à le ventiler. C'est plus de 30 minutes en moyenne dans l'expérience française, c'est 100 minutes. Donc on est très largement au-dessus de ce qui est nécessaire. On va transporter le malade et on va lui mettre une machine à masser qui donne un massage beaucoup plus violent et beaucoup plus efficace que quand c'était quelqu'un qui le fait. Et puis on va arriver à l'hôpital, et à un moment, alors là, à ce moment-là, mon électroencéphalogramme transplanteur, il est complètement plat. Moi, je ne suis pas du tout dans la boucle à ce moment-là. Ce sont les réanimateurs. Et quand les réanimateurs vont décider qu'il n'y a plus rien à faire, alors à ce moment-là, on va tout arrêter, et on a une période de no-touch de 5 minutes. Il y a simplement l'ECG qui est enregistré, et qui va montrer un tracé plat ou agonique, avec des complexes agoniques. Et au bout de 5 minutes, on va examiner le malade. Et qu'est-ce qu'on a à l'examen clinique du malade? À votre avis? Hein? J'ai pas entendu. Oui, mais comment? Sur quels arguments cliniques? On a tous les signes cliniques de la mort encéphalique. Ils sont bien sûr en mort encéphalique, tous. Simplement, le mécanisme, c'est l'arrêt circulatoire initial. Mais ils sont tous en mort encéphalique et vous n'avez pas besoin d'apporter la preuve paraclinique de la mort encéphalique. Et donc là, on va remettre en route les manœuvres on signe le certificat de décès, et là on change de monde, on rentre dans le domaine du DDAC, jusqu'à présent on était dans le cœur arrêté. Vous voyez, la différence sémantique, elle est fondamentale, d'accord? Donc là on change de monde, on va remettre en route la perfusion, et on va se dépêcher d'aller perfuser ses organes, parce qu'on se retrouve dans cette situation-là, avec un malade qui est sous la machine à masser. Je peux vous dire que qui a vu ça s'en souvient, c'est assez violent, et donc on se retrouve avec des organes qui sont en grande souffrance ischémique, comme le type qui a sauté de l'avion sans parachute. Il paraît que c'est très plaisant, mais ça ne va pas durer très longtemps, sinon ça va assez mal se passer. Alors vous avez comme philosophie, je veux dire, de préservation, de prendre un petit parachute un peu merdique pour refroidir les organes. Alors ils sont déjà pas en bonne place, vous allez appliquer la loi de Vantoff qu'on vous a appelé tout à l'heure, le frigidaire et le beurre. Ok, mais ça ne fait que figer. C'est un petit parachute, vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est ça qui va se passer. Et comme en plus vous ne pouvez pas ouvrir l'abdomen et faire un refroidissement de surface, vous êtes encore pire que dans les conditions des donneurs décédés par mort encéphalique. Donc c'est un peu comme ce mec un peu timbré qui est sorti de son harnais, qui se tient par la main. Vous pouvez, alors au contraire, dire bon, on ne va pas du tout faire ça. On va reperfuser en normothermie, calmer le jeu, réparer les organes. Donc c'est un peu comme si vous étiez en ULM, avec un petit moteur, vous voyez ça dans le dos, et en fait ils partent de zéro, ils montent. Ça c'est le fantasme du préleveur, qui est de réparer les organes. Ben, c'est ça qu'on va faire. Alors en fait, vous pouvez, si vous voulez refroidir, vous allez utiliser la fameuse sonde de Gillot. Donc là, les urologues sont pas loin.
Ça ressemble furieusement à une sonde vésicale, sauf qu'il y a deux ballonnets, puis des trous entre les deux. Et vous allez monter cette sonde en gonflant le ballonnet distal, puis vous allez tirer la sonde. Le ballonnet va venir se coincer sur la bifurcation aortique. Puis vous allez monter une sonde dans la veine. Donc ça, c'est par un apport du Scarpa. Et puis vous allez commencer la perfusion. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir l'abdomen, bien sûr. Donc il n'y a pas de refroidissement de surface. Vous allez refroidir l'abdomen. Et vous êtes obligé de mettre de grosses quantités, 15 à 20 litres de solution de préservation qui vont descendre dans une bassine. L'abdomen est déjà distendu du fait de l'ischémie. Les patients sont volontiers obèses. Ça vous donne des tableaux qui sont assez difficiles. Une présentation du corps à la famille qui est vraiment pas facile. Et vous êtes dans des conditions qui ne sont pas terribles de préservation, si bien que les délais doivent être impérativement entre la cannulation et l'explantation de 180 minutes. Quand vous ne connaissez pas le malade, que vous n'avez rien fait de la sécurité sanitaire, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Donc l'autre façon un peu plus fun de faire, c'est ce qu'on appelle la circulation régionale normothermique, et qui va consister, par un même abord du Scarpa, à mettre une canule artérielle, à montrer une canule jusque dans l'oreillette droite, et puis on va limiter cette perfusion à l'abdomen. C'est pour ça qu'il y a le R de CRN, ça veut dire régional, parce qu'en fait on va connecter ça à un appareil d'ECMO, mais on ne parle pas d'ECMO parce qu'on n'est pas sur un malade qu'on va sauver, mais bien sur la perfusion d'organes pour les transplanter. Et on va se mettre à tourner en normothermie, en fait, on est en hypothermie, et comme on a une sonde de Fogarty, vous voyez que ça n'est pas perfusé. Donc quand vous allez préserver, montrer le corps à la famille, s'ils prennent la main ou s'ils font un baiser sur le visage, c'est cadavérique. Il n'y a que l'abdomen qui est chaud. Donc c'est beaucoup plus facile de présenter le corps. Et comme on a montré qu'on avait de meilleurs résultats, eh bien, vous avez dans le protocole français un délai entre la cannulation et l'explantation qui est 1 heure de plus. Et je peux vous dire que ça change tout pour nos coordinatrices. Donc vous ne parlez pas d'ECMO, parce que, comme je vous disais, il ne faut pas parler de cœur arrêté. L'ECMO est en train de réanimer un patient et la CRN est en train de perfuser des organes. C'est deux mondes différents. Quand vous allez au bloc, c'est très facile. Le gros du boulot est fait, puisque vous allez vous servir des canules d'ECMO. Le départage vasculaire, enfin, la délimitation des territoires vasculaires est déjà faite. Vous n'avez pas besoin d'aller clamper l'aorte cœliaque. Donc vous allez en fait arriver au bloc avec l'ECMO qui tourne, la CRN qui tourne. Vous allez champer tout comme d'habitude. Vous allez faire votre laparotomie. Ce qui ne change pas, c'est le temps d'exploration. Et encore, c'est encore plus que les autres, parce que ceux-là, ils ne sont pas passés au scanner. Et dans notre série, on est tombé sur un gros cancer du rein. Fin du jeu, c'est comme ça. Vous allez faire vos décollements, vous allez organiser vos organes, vous allez examiner vos organes qui doivent avoir la même gueule que d'habitude. Et puis vous allez vous servir de la machine pour arrêter la reperfusion avec le sang, mettre la solution de préservation que vous aurez choisie à 4 degrés, et vous allez perfuser par là. Et vous devez avoir une décoloration de vos organes qui est exactement comme d'habitude. Et si ça n'est pas le cas, vous arrêtez. Et vous allez glacer en surface comme d'habitude. Et vous allez voir que c'est un prélèvement d'organes que vous faites en 1 heure et quart, qui est beaucoup plus rapide que ce que vous faites. Alors la plupart du temps, c'est que des reins, mais il y a aussi une quinzaine de fois qui ont été faits en France. Et alors c'est 3 à 4 litres qui vont vous suffire, je me trompe de bouton, pardon, 3 à 4 litres qui vous suffisent à perfuser les reins, à les décolorer et à les préserver. La 4e clé, vous aurez compris pourquoi, je vous l'ai expliqué dans le topo précédent, vous mettez sur machine. Et c'est dans ces conditions-là, quand vous respectez toutes ces conditions-là, que vous pouvez avoir les résultats que je vous ai montrés dans notre équipe. Alors, la nouveauté maintenant, depuis décembre dernier, c'est le Maastricht 3. Donc, c'est l'arrêt des soins programmés dans le cadre de la loi Leonetti. Et c'est ça qui va devenir probablement, parce que c'est beaucoup plus facile et moins exigeant que le M2, c'est ça qui va prendre de l'ampleur. Donc, vous devez absolument connaître ça. On est pour le moment 5 centres autorisés. Ça a été Annecy en premier, La Pitié en 2, Nantes en 3. Après, on est passé à La Roche-sur-Yon, je crois. Puis là, je commence à paumer un peu le fil parce que c'est en train de monter. Mais tout le monde est en train de s'y mettre parce qu'on a bien compris que c'était une source de greffons extrêmement importante. Donc, vous avez là encore un protocole national qui a été rédigé non seulement avec les transplanteurs, mais avec toutes les équipes de réanimation. Donc, il y a un travail colossal qui a été fait. Bien sûr, il y a quelques principes que je vous ai remis ici, c'est notamment l'étanchéité des filières. Il ne faut pas laisser penser qu'on puisse décider d'arrêter les soins pour prélever les organes. C'est pas dans ce sens-là que ça passe. Et donc, une fois qu'une équipe de réanimation en toute sérénité, sans aucune pression des transplanteurs, a décidé qu'on allait arrêter les soins, alors ils contactent la coordination et nous, on va faire notre boulot derrière pour voir si c'est possible ou pas possible. Et donc, c'est très important que ça se passe dans ce sens-là et que ce soit bien compris comme ça. Alors, comme on a passé beaucoup de temps, je ne vais pas tout vous détailler, simplement vous dire qu'on est extrêmement surveillé et que l'agence de la biomédecine devra rendre un rapport au Parlement
qui décidera ou non de poursuivre cette expérience. Il y a un risque sociétal qui est important, je pense que c'est incontournable. Il faut que nous, on soit bien conscients qu'il y a un vrai risque sociétal et qu'on ne doit pas sortir des clous du protocole, quitte à être un peu rigide. Alors les délais, comment ça va se passer? Voilà survient la limitation de l'arrêt des thérapeutiques. Après un délai que je ne peux pas vous dire, quand la pression artérielle moyenne est à 45 mm de mercure, on décide que là, c'est la phase où on va calculer l'hypoperfusion des organes. Puis après un délai non prévisible, va survenir l'arrêt circulatoire, la période de no-touch de 5 minutes dont on parlait tout à l'heure, la déclaration du décès, et là on mettra exactement le même système de circulation régionale normothermique dont je vous ai parlé, et dans le protocole français, on a le droit de mettre les désilets avant d'initier la limitation de l'arrêt des thérapeutiques. Si bien que quand on va vouloir mettre les canules d'ECMO, de CRN, ça va être extrêmement rapide de le faire, alors que sur le M2, ça peut être absolument diabolique. Et donc, on va ici déterminer la phase agonique qui doit être de moins de 3 heures jusqu'à l'arrêt circulatoire et la phase d'ischémie chaude fonctionnelle qui est de moins de 120 minutes, je vous parle des reins. Et donc, ce protocole-là, avec ces délais d'ischémie, doivent être absolument et scrupuleusement respectés. Alors, voilà les critères de sélection des reins. Pour les donneurs, c'est moins de 60 ans, c'est pas de maladie rénale chronique, une ischémie chaude fonctionnelle de moins de 120 minutes, une biopsie rénale préimplantatoire recommandée, alors on l'a fait après le prélèvement, CRN recommandé mais pas obligatoire, machine à perfusion obligatoire, ischémie froide maximale moins de 18 heures. Pour les receveurs, plus de 18 ans, une attente de première greffe, dossier HLA dans cristal bien sûr totalement à jour et validé, informés et consentants, on leur fait signer un consentement écrit. Ils sont toujours candidats pour un greffon issu d'un donneur décédé par mort encéphalique. Il y a des règles de répartition qui sont un peu différentes du donneur M2, où on va en fait essayer de prioriser la réduction de l'ischémie froide. Donc on ne le propose pas ces greffons priorité nationale et régionale pour ceux qui les connaissent. Et on va le proposer à l'échelon local pour le premier rein et régional pour le deuxième rein. Compte tenu de l'ischémie chaude, ce n'est pas des reins qu'on a envie de faire voyager trop longtemps. Alors, autant le M2 pour le foie est possible mais un peu risqué, autant pour le foie M3, ça se passe très bien. Et donc, les critères sont les suivants. Un âge de moins de 60 ans, pas de maladie hépatique chronique, une ischémie chaude fonctionnelle de moins de 30 minutes, donc vous voyez, c'est beaucoup plus exigeant que pour le rein. Une biopsie hépatique pendant le prélèvement qui est obligatoire. La CRN n'est plus facultative, elle est obligatoire. La machine de perfusion, c'est pas encore disponible, c'est en train de... pas disponible en France, mais nulle part, c'est en train de se mettre en route. Ischémie froide maximale inférieure à 8 heures. Pour les receveurs, entre 18 et 65 ans, inscrits pour une première transplantation, sans pathologie extra-hépatique grave. Là encore, la philosophie, c'est de ne pas cumuler les facteurs de risque, sans antécédents chirurgicaux majeurs, sans thrombose portale, un MEL d'inférieur à 25. Les super-urgences ne rentreront pas dans ce circuit-là. Un malade informé et consentant est toujours, là encore, candidat à une greffe de DME. Et l'attribution se fait en local, en dehors des priorités. Là encore, l'idée est de limiter l'ischémie froide. Donc, on a fait 5 donneurs comme ça à la pitié. Donc, on a 5 greffons rénaux qui marchent très bien. Et Olivier Scaton, qui était là, a fait les 5 foies qui vont aussi tous très bien. La chose nouvelle, c'est que ça va être possible pour les poumons. Et les poumons, en France, on est en retard. Le poumon, parce qu'il y a de l'air dedans, supporte assez bien l'ischémie, beaucoup mieux que les autres organes. Et pour autant, on n'y a pas encore touché. Donc là, il est temps qu'on se bouge. Et donc, pour les donneurs, ça va être un âge de moins de 60 ans. Pas de maladie pulmonaire chronique. Une ischémie chaude fonctionnelle inférieure à 90 minutes. Il y aura une pnéumoplégie. Alors, je vous passe les détails de la préservation des organes abdominaux et de la préservation des poumons. Mais il y aura un reconditionnement ex vivo, ce que je vous montrais ce matin, Sacha, en fin de topo. C'est-à-dire cet organe perfusé isolé qui permet de juger de l'organe. L'ischémie froide devrait être la plus courte possible. Pour le receveur, là encore, on est entre 18 et 65. En attente d'une première greffe, les super-urgences exclues, informés et consentants, là encore toujours candidat à un DDME, et là encore l'attribution locale pour que les gens puissent gérer les choses avec une ischémie froide courte. Donc vous voyez que c'est en train de bouger. Donc les centres, je vous disais, pour le moment c'est pas tout le monde, les centres doivent signer une accréditation, un accord entre l'ABM et les centres, et notamment on s'engage à respecter scrupuleusement le protocole, et on est examiné à la loupe. Donc on doit montrer nos résultats absolument, sans aucune rétention, parce qu'il faut faire des rapports au Sénat pour que ça puisse, au Parlement, pour que ça puisse, cette expérience puisse durer, parce que je vous dis que c'est l'avenir. Donc c'est un programme très encadré, gros potentiel d'augmentation du nombre de greffons, et il y a un petit danger qui serait de remplacer le donneur décédé par mort encéphalique par le M3, parce qu'on va trop vite, qu'on ne laisse pas passer les gens en mort encéphalique. Or ça c'est délétère.
parce que le nombre d'organes prélevés sur un M3 est inférieur au nombre d'organes prélevés sur un donneur décédé par mort encéphalique. Donc ça, il faut être vigilant. C'est l'erreur qu'ont fait les Pays-Bas, c'est l'erreur qu'on ne doit pas faire. Voilà, merci pour votre attention. C'est assez délicat déjà dans la mort encéphalique de proposer aux familles le prélèvement. Comment dans ces situations de cas... Voilà. C'est une vraie question. Quand on a démarré le M2 en 2007, les Espagnols nous disaient « Ah mais c'est plus facile ». On n'a pas eu cette expérience-là en France et on a plutôt plus de reflux sur les M2. Pour le moment, sur les M3, je te dis, on a fait 22 greffes en France, donc on ne va pas tirer des conclusions. Le retour qu'on a des équipes qui ont fait ça, c'est qu'en fait, ça donne un sens aux choses et qu'on a l'impression que c'est plutôt un cercle vertueux, c'est-à-dire que ça rend moins pénible cette limitation RAD thérapeutique. Je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que, je ne suis pas sur le terrain, je ne gère pas ça, et je n'ai pas le droit de le gérer, c'est très bien comme ça, donc je ne te fais part que des retours sur une très petite expérience. Ça n'a pas l'air si problématique que ça. Techniquement, ça veut dire que le réanimateur annonce le décès et lui contacte l'équipe. Il n'annonce pas le décès. Ils prennent la décision de réaliser une limitation de l'arrêt thérapeutique. D'accord. À ce moment-là, ils préviennent la coordination, qui va prendre 24 ou 48 heures pour faire tout le bilan et tout le travail nécessaire, qu'il soit sécurité sanitaire, immunologie, absolument tout. Donc là, on ne pourra pas découvrir un cancer du rein en ouvrant. Le scanner, il est fait. On a déjà tout ça. Non, mais là, par exemple, le patient qui est en arrêt, jeune arrêt et qui est sous la machine à masser. Sur le M2. Oui, Pardon, M2. J'étais sur le M3. Alors sur le M2, reprends ta question, c'était. C'est là, techniquement, on fait la réanimation. La loi nous autorise, une fois qu'on a signé le certificat de décès, donc ça s'est passé à toute vitesse. On n'a pas vu la famille, on n'a pas l'identité du patient. La loi nous autorise à mettre un système de perfusion en route. Pas à ouvrir l'abdomen, à mettre un système de perfusion quel qu'il soit. Ça, on a le droit de le faire. Et donc, après, on a 3 heures ou 4 heures pour tout faire. Donc, cette heure supplémentaire entre JILO et CRN, elle est fondamentale. Et donc, il faut trouver l'identité du patient. Si on n'a pas l'identité du patient, on ne peut pas interroger le registre des refus, donc c'est terminé. Il faut l'identité du patient, il faut contacter la famille, il faut faire toute la sécurité sanitaire. Et donc, on arrive de temps en temps à avoir l'accord dans les délais, puis de temps en temps, on n'y arrive pas. Donc il y a plus de la moitié des procédures lancées qui s'arrêtent en cours de route. C'est le prix à payer pour le M2, il faut accepter. C'est pour ça que c'est difficile et que le M3 est beaucoup, beaucoup plus facile. Je pense qu'ils sont atomisés.